Bienvenue après la pause. Aujourd'hui, je vais parler d'un incident qui s'est produit en octobre 2015 à l'université Yale. Voilà ce qui s'est passé. Halloween approche. Et ce jour-là, les gens aiment se déguiser, boire et faire la fête. Alors un comité universitaire, celui des affaires interculturelles, a envoyé un mail aux étudiants pour leur rappeler que c'est Halloween et que s'amuser, c'est très bien, mais qu'il faut faire attention aux autres. Par exemple, évitez de vous déguiser en panda, parce qu'il y a des étudiants chinois ici, et ça pourrait les vexer si quelqu'un se déguise en panda. Ce message a été envoyé à tous les étudiants de Yale, et aussi à une professeure d'un collège résidentiel qui s'appelle Silliman. À Yale, l'université est divisée en dortoirs appelés collèges résidentiels. Elle et son mari sont les doyens de Silliman. Elle envoie alors un message à ses étudiants, Els Howard, qu'elle n'est pas d'accord avec ce que l'université a écrit. Pour elle, l'université, c'est justement le lieu où on doit pouvoir explorer, faire des expériences, se tromper. Oui, soyez attentifs aux émotions des autres. Mais nous vous faisons confiance pour apprendre de vos erreurs. D'accord? Le débat portait surtout sur l'espace sûr ou l'espace libre. L'université estime que l'espace sûr est important. On doit respecter les émotions des autres. Mais la doyenne de Silliman, Erica Christakis, elle défend le principe de l'espace libre. Une université est un lieu de débat. Pour débattre, pour expérimenter. Et oui, ça peut blesser certains. Ça fait partie de l'apprentissage, de la réflexion. Je vous pose une question. Vous êtes d'accord avec la première, qui défend l'espace sûr, ou la deuxième, Erica Christakis, qui défend l'espace libre? Qu'en pensez-vous? Désolé, vous pouvez parler dans le micro. Pourquoi avoir choisi la première ou la deuxième? Parce que pour moi, l'université, c'est un lieu où l'on peut se découvrir soi-même et de sortir de sa zone de confort pour tenter des expériences nouvelles. D'accord, qui n'est pas d'accord, qui pense qu'il vaut mieux respecter les autres. Par exemple, la fac a-t-elle interdit certains déguisements, considérés comme offensants par d'autres étudiants? C'est seulement sur le campus. Une fois sorti dans la vraie vie, il y aura toujours des gens qui voudront s'habiller en panda ou autrement. Je pense que c'est nécessaire. Oui, voilà. D'accord. D'autres avis? Vous avez d'autres avis? Donc toi, tu penses qu'il faut suivre les règles, c'est ça? Je pense que ça dépend de qui prend la décision. Personnellement, je trouve que la liberté d'expression est plus importante. J'ai besoin de découvrir ce qui me correspond. Mais en tant que responsable, comme directeur du collège, je pense que l'espace sûr compte davantage pour eux. Parce qu'ils ont besoin de se sentir en sécurité. Mais le problème, c'est que c'est un conflit, non? Si les enseignants mettent l'accent sur l'espace sûr, on ne peut plus avoir d'espace libre, non? Donc la vraie question, qu'est-ce qui est le plus important selon toi? L'espace libre ou l'espace sûr? L'espace sûr, ok. Ok, très bien, ok. La plupart des étudiants pensent que l'espace sécurisé est plus important. Et ça marque un vrai changement de génération. Parce que, à mon époque, il n'y avait pas de débat. On considérait simplement que la liberté d'expression comptait plus. Parce que si on ne peut pas faire d'erreur, si on ne peut pas explorer, si on ne peut pas débattre avec les autres, si rien ne vient te heurter, tu ne pourras jamais grandir. C'est là qu'on voit un clivage générationnel.
Voyons ce qui s'est passé suite à ce débat. Les étudiants qui ont lu l'email l'ont mal pris. Parce qu'Erika Christakis défendait l'idée d'espace libre. Parce qu'il pensait que cela allait nous blesser. Voyons ce qui s'est passé. N'oubliez pas, on est à Yale. Nicholas Christakis, le mari d'Erika Christakis, est allé à une réunion. Il s'est retrouvé entouré d'étudiants. Ils l'affrontent, vous voyez. Ils le confrontent. Ils disent que tu es raciste. Tu es blessant. Tu as reconnu nous avoir blessés. Pourquoi tu ne t'excuses pas? Je suis désolé. C'est très facile pour que n'importe lequel de mes mots soit mal interprété. C'est pour ça que je parle à chacun individuellement. Je veux bien discuter avec vous autant que vous voulez. Mais je ne peux pas passer autant de temps avec chacun parce que d'autres étudiants ont aussi besoin de moi. Donc, malheureusement, ce ne sera qu'un peu de temps. Je ne dis pas qui a raison ou tort. Les deux côtés ont des arguments valables, mais chacun a aussi ses défauts. Mais vous verrez que le professeur, il a beaucoup d'années de plus que les étudiants. Et les étudiants le considèrent, ça se lit sur leur visage, ils le regardent avec mépris. C'est pas normal. À mon époque, on ne faisait pas ça. Si on n'aimait pas un prof, on se disait « c'est un con ». Mais tu sais quoi? La plupart des profs sont chiants. Parce que ce sont des profs. On n'allait pas le suivre partout pour aller se plaindre. Ce serait pas très respectueux. La question c'est, pourquoi ça se passe? Je vais vous montrer une autre vidéo. Et cette vidéo est vraiment folle. Bon, cette vidéo, vous voyez, en tant que responsable de la résidence, votre rôle, c'est d'offrir un endroit où l'on se sent bien et de créer un vrai foyer pour les étudiants de Tillman. Vous n'avez pas fait ça. En envoyant cet email, vous allez à l'encontre de votre rôle de responsable. Vous comprenez? Non, je suis pas d'accord. Alors pourquoi t'as pris ce poste? Mais qui t'a embauché, franchement? Bon, ça se fait pas. Encore une fois, chacun a de bons arguments. Mais ce n'est pas normal, non? Parce qu'elle lui dit en gros, vous travaillez pour nous. Votre rôle, c'est de nous faire sentir à l'aise. Il répond, mon travail, c'est de vous aider à apprendre. Mon rôle, c'est de vous aider à évoluer. Ça veut dire être ouvert. Ça veut dire débattre. Ça veut dire aussi que ça fait mal. Elle répond simplement, je ne veux pas de tout ça. Je veux me sentir bien. Je veux être à l'aise. Je ne veux pas qu'on me bouscule. Si on y pense, ça va à l'encontre du but même de l'université. Je ne dis pas qui a raison, ni qui a tort, mais il y a clairement un vrai problème. À mon époque à Yale, il y a bien longtemps, tout ça, ça n'existait pas. Qu'un étudiant insulte un professeur, par exemple, c'était inimaginable pour nous. Vous voyez, la vraie question c'est, pourquoi ça arrive? Il y a 3 raisons à ça. Et l'éducation. Ils ont grandi dans des familles très privilégiées. Leurs parents sont très protecteurs. Et leurs parents les considèrent comme des amis. Du coup, ce sont des enfants gâtés. Voilà la première explication. La deuxième explication, c'est la mentalité consumériste à l'université. On considère les étudiants comme des clients, et les clients ont toujours raison. Ce que veulent les clients, on doit le leur donner. Si les étudiants réclament un espace sûr, ils veulent simplement profiter de l'université.
Et surtout, ils ne veulent pas être bousculés. Les professeurs doivent répondre à leurs attentes. Sinon, il n'a pas sa place ici. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, ou encore une logique de consommateur. Voilà la deuxième explication. La troisième explication est d'ordre idéologique. Selon cette idée, à l'université, les universités sont envahies par des professeurs de gauche qui enseignent aux étudiants que la société est raciste envers les minorités, surtout les femmes noires, et qu'il faut renverser la suprématie blanche. En disant aux professeurs blancs privilégiés qui sont racistes. Voilà donc trois explications courantes à ce phénomène. Parce que ce genre de situation est fréquent aux États-Unis. Ce que je voudrais défendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre explication, et selon moi, elle est bien plus convaincante. Les universités sont devenues de vraies bureaucraties. Avant, les universités étaient là pour apprendre à réfléchir, pour permettre aux professeurs de faire avancer la recherche, afin que la société progresse ou innove. Mais aujourd'hui, les universités, même Yale ou Harvard, les universités sont devenues des machines bureaucratiques qui servent avant tout les intérêts de leurs dirigeants, qui préfèrent rester confortablement dans leur bureau, percevoir de gros salaires et être satisfaits d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est ce que je vais défendre aujourd'hui. Et ça ne vaut pas que pour les universités. C'est pareil pour toutes les grandes organisations aux États-Unis et dans tout le monde occidental, et probablement partout ailleurs. Vous me suivez? C'est ce que je vais défendre aujourd'hui. Des questions avant que je commence? D'accord. Le thème du jour, c'est la mort par la bureaucratie. Comment l'idée de la bureaucratie, la mentalité bureaucratique, est en train d'envahir le monde. Passons à un autre incident survenu à Yale. Ça se passe à la faculté de droit de Yale, où un étudiant, Trevor Colbert, envoie un email. Il organise une fête. Il envoie un mail à tous les étudiants de la Yale Law School. En fait, il n'y a pas tant d'étudiants que ça à la Yale Law School. Ils sont peut-être 300 en tout. Mais tout le monde reçoit le mail. Il annonce qu'il va organiser une fête. Une fête Trap House. C'est un peu pour rigoler. Parce que Trap House, ça veut dire une planque de dealers, là où les dealers vendent de la drogue. Mais des étudiants noirs, des Afro-Américains, lisent le mail et se sentent offensés. Et là, ils se disent, vous vous moquez des étudiants noirs? Alors ils écrivent une lettre de plainte au doyen de la fac de droit de Yale. Et deux doyens s'en occupent. Ils s'appellent Eldick et Cosgrove. Et Trevor Colbert, il enregistre la réunion en secret. Ils discutent pendant 20 minutes. Colbert considère n'avoir rien fait de mal. Il a envoyé un mail et il disait que c'était un mail drôle. Pour lui, c'était juste une blague. Mais les doyennes lui expliquent, pour toi c'est drôle, mais d'autres étudiants l'ont mal pris. Donc tu dois présenter des excuses. Et Colbert répond, d'accord. Voilà ce que je propose. Si ces étudiants ont jugé ce que j'ai écrit offensant, je leur en parlerai. On discutera ensemble de pourquoi ce mail les a offensés. Et on réglera ça entre nous. Mais la doyenne répond non, non, non. On veut vous aider, on veut vous protéger. On craint que si vous vous voyez, ça dégénère encore plus. Et Trevor Colbert dit bon, je veux savoir ce qu'ils en pensent. Ce n'est pas à toi de me le dire. Je veux connaître leur avis, d'accord? Et là, les doyens se mettent à menacer Trevor Colbert. En gros, ils lui disent que ça va empirer avec le temps. Alors il vaut mieux t'excuser tout de suite. Ils ajoutent, et écoute, si tu refuses de t'excuser, ça pourrait te nuire professionnellement. Et sur tes relations aussi. Ils le menacent. Ils lui disent,
C'est pour ton bien. D'accord? Eric craint que le mail nuise à la réputation d'un étudiant. Pas seulement ici, mais aussi après, une fois parti. Tu sais, le milieu juridique est petit. Et il dit, tu sais quoi? Je vais rédiger le mail pour toi. Je vais rédiger la lettre d'excuse pour toi. Et Codscroft prévient que ça pourrait dégénérer si l'étudiant ne s'excuse pas. C'est une forme de pression. Et encore une fois, l'étudiant, on ne sait pas ce qu'il a fait de mal. Certains étudiants ont été choqués, mais on ne sait pas quelle règle, ni quelle loi ou règlement Trevor Colbert aurait enfreint. Ce n'est pas clair. Pourquoi ça se passe? Selon moi, c'est parce que Cosgrove et Eldick n'ont rien à faire. Parce qu'être doyen, c'est pas un vrai boulot. Les profs enseignent, les chercheurs font de la recherche, mais les doyens ne servent à rien. Avec la bureaucratie, les bureaucrates compliquent la vie de tout le monde, pour que tout le monde ait une solution. D'accord? Il y a 20 ou 30 ans, quand j'étais à Yale, si on avait un souci, il fallait voir un prof, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Aujourd'hui, tu peux aller voir 20 ou 30 doyens différents. Doyen aux affaires étudiantes, doyen des relations étudiants-professeurs, j'en sais rien. Mais il y a plein de services où vous pouvez aller. Franchement, c'est pareil ici, non? Si je ne vous plais pas comme prof, vous avez 4 ou 5 personnes à qui vous pouvez vous adresser pour vous plaindre. Et franchement, beaucoup d'entre vous le font, hein? Je le sais bien. En fait, les universités sont devenues très bureaucratiques. Alors la vraie question c'est, pourquoi toute cette bureaucratie? La réponse c'est qu'au début, quand une université démarre, il faut d'abord bâtir sa réputation, pas vrai? On travaille dur, on se consacre à l'enseignement et à la recherche. C'est difficile de s'imposer sur la scène internationale. Une fois qu'on atteint ce statut, le but est atteint. Il n'y a plus d'idéal à défendre, ni de combat à mener. Alors, les responsables cherchent à profiter de leur position et en abusent pour se simplifier la vie. Ils font profiter de ce privilège à leurs amis, puis à leurs enfants. Ça finit par créer une bureaucratie. L'université finit par servir les intérêts de ces personnes, au détriment des étudiants et des professeurs. Alors, pour vous montrer jusqu'où ça va, voici un autre exemple. Ça vient de CNN et c'est en 2020. Un professeur de l'Université de Californie du Sud est vivement critiqué pour avoir utilisé une expression chinoise. Certains étudiants affirment que ça ressemble à une insulte en anglais. Ça va? Il y a un mot chinois qui rappelle une insulte raciste. Une insulte en anglais. En fait, les deux mots ne se prononcent pas pareil. Vous voyez? Vous voyez de quel mot il s'agit? Neiyi, zuozi, ça veut dire cette table en chinois. Neijedianao, ça veut dire cet ordinateur en chinois. Vous suivez? Ce n'est pas le même mot que celui en anglais, mais à l'oreille, c'est un peu proche. Bref, certains étudiants noirs, des Afro-Américains, des étudiants qui n'étaient même pas dans cette classe, ont écrit une lettre de plainte. Franchement, si vous la lisez, on dirait une blague. On dirait un canular. Ok, lisons-la ensemble. Voici le professeur Greg Patton. Il enseigne juste le chinois pour communiquer. Il apprend à ses étudiants comment communiquer en Chine, par exemple quand on fait des affaires. Et là, il dit, écoutez, néga, c'est juste un mot pour meubler. Ça n'a pas vraiment de sens. Et il le répète plusieurs fois. Mais il n'y a pas de mauvaise intention, pas vrai? Il fait juste constater un fait. Alors ce que ces étudiants écrivent, c'est que cette expression, avant même d'expliquer, est tout de suite vue comme un homonyme phonétique et comme une insulte raciale. Il faudrait l'utiliser avec prudence, surtout quand on parle chinois, dans le contexte social des États-Unis. C'est complètement absurde. Franchement, on dirait une blague. On dirait juste que ces étudiants plaisantent. Et l'administration a laissé passer ça, non? Vous savez ce qui s'est passé? La doyenne de l'école de commerce a annoncé qu'un autre professeur allait reprendre le cours de Patton. Elle a renvoyé Patton. Puis elle a ajouté, le professeur Patton a répété plusieurs fois un mot chinois
qui ressemble beaucoup à une insulte raciste en anglais. Évidemment, cela a blessé et choqué les étudiants, et je tiens à m'excuser sincèrement. Inacceptable que des professeurs utilisent des mots qui peuvent blesser ou exclure et mettre en danger le bien-être psychologique de nos étudiants. Nous devons faire mieux et nous y arriverons. Vous comprenez? Il agit comme un débile. C'est une blague, c'est un gag. Et il le prend trop au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il veut garder son travail. Il veut se donner bonne figure. Il cherche à justifier pourquoi je suis le chef. Parce que je protège tout le monde. Ok, donc pourquoi ça se passe comme ça? Encore une fois, c'est la bureaucratie. Voici l'Université de Californie, San Diego. Ça, c'est les inscriptions, ok? On voit que les inscriptions augmentent un peu. Regardez-moi ça. Les dirigeants, les doyens, les cadres, boum, vous voyez? Boum, c'est ce qu'on appelle du clientélisme. C'est des gens haut placés qui abusent de leur statut et casent leurs amis qui ne font rien. Du coup, ils aiment compliquer la vie des autres. Surtout à ceux qui bossent vraiment comme les profs. Voyons un peu les universités. Vous voyez, le bleu, c'est l'enseignement. Ce qui est intéressant, c'est que l'investissement dans l'enseignement est en baisse. L'enseignement baisse, regardez le bleu. Regardez maintenant, le rouge, c'est l'administration. Depuis les années 80, ces 40 dernières années, les universités mettent moins d'argent dans l'administration et l'entretien, mais les budgets sont de plus en plus consacrés à l'administration et à la bureaucratie. C'est là que part votre argent. Ici, c'est l'Illinois. Le nombre de cadres explose. Parallèlement, le nombre d'étudiants diminue. Il y a eu une baisse de 3%. Voici un article sur le système éducatif suédois et plus particulièrement sur l'enseignement supérieur. Ce n'est pas différent d'ailleurs. On avance que la bureaucratie prend de plus en plus de place qu'est dans l'enseignement supérieur en Suède. Voyons des chiffres intéressants. Voilà ce qui se passe, ce que montre ce graphique. Les profs ont de plus en plus d'élèves, vous voyez. Les enseignants gèrent de plus en plus d'étudiants, alors que les administrateurs de moins en moins. C'est parce qu'il y a de moins en moins de profs, mais de plus en plus de managers. C'est incohérent, non? On voit donc que les enseignants et chercheurs, ça reste plutôt plat, tu vois? Ça n'a presque pas bougé. Mais les secrétaires, ceux qui font le vrai boulot, là ça baisse. Par contre, les managers, ça grimpe. Donc si la fac traverse des problèmes, la première chose à faire, ce serait de virer ceux qui ne fichent rien, non? Mais en fait, c'est l'inverse. Les managers qui ne foutent rien gardent leur boulot. Et en plus, ils s'augmentent. Et les profs et le personnel d'entretien. Les secrétaires sont licenciés pour faire des économies. Voilà ce qu'ils gagnent. Regardez, durant la même période, le salaire des secrétaires baisse. Les professeurs touchent de moins en moins. Mais regardez, le salaire des dirigeants grimpe. Voici les différents services de l'université. Comme vous pouvez le voir, les métiers, les services qui travaillent vraiment, l'informatique. Leur nombre diminue, mais il y a de plus en plus de cadres. Donc ceux qui ne travaillent vraiment pas ont des postes toujours plus élevés et sont de mieux en mieux payés. Comme je disais, le problème de la bureaucratie, ce n'est pas seulement que les managers ne font rien chaque jour et ils demandent aux autres d'en faire toujours plus. Du coup, les profs, chercheurs, enseignants travaillent encore plus parce que les managers leur confient toujours plus de tâches administratives. Vous voyez, par exemple, des évaluations et autres formulaires. Aujourd'hui, les professeurs consacrent près de 20% de leur temps de travail à ces tâches, imposées par l'administration. Et tout cela n'est même pas indispensable.
C'est juste là pour que les managers justifient leur poste. Voilà l'Amérique. Revenons aux États-Unis, et comme on le voit, il s'agit de l'université Gallaudet. Comme vous le voyez, sur 20 ans. En bleu, ce sont les salaires des professeurs. C'est assez stable. On est passé de 72 à 86. C'est pas énorme. Mais regardez pour les administrateurs. Pour le président, c'est passé de 141 à 280. Ça a doublé. Ça a doublé. Aujourd'hui, leurs salaires sont plus de 3 fois supérieurs à ceux des professeurs. Ici, on est dans le Connecticut. À Yale, le président touche 2 millions de dollars par an. À Westland, il touche 3 millions de dollars par an. C'est une université privée nommée Stratford University, et elle a fait faillite. Actuellement, de plus en plus d'universités font faillite, tout simplement parce que il y a trop d'administrateurs et ils touchent de gros salaires sans rien faire. Au final, tu finis par faire faillite, non? Non? Désolé d'interrompre, mais le conseil d'administration n'est pas idiot. C'est un fait. Pourquoi ils ne changent jamais rien? Bonne question. C'est parce qu'ils sont tous potes. Le conseil, le président, le vice-président, c'est tous des amis. Voilà pourquoi ils peuvent agir comme ça. Ils ont tout le pouvoir. Ils sont tous comme. C'est mieux pour eux de magouiller ensemble, non? Parce que si tu fais ça tout seul, tu pourrais te faire attraper. Mais si vous êtes plusieurs à voler, là, personne ne peut vous arrêter. C'est ce qui se passe exactement à l'université de Stratford. Elle a fait faillite parce que le président et le vice-président se servent dans les caisses. Non seulement ils touchent des salaires énormes, mais en plus, ils font tout passer sur le dos de l'université. Ils achètent une voiture ou un abonnement à la salle de sport, et c'est l'université qui paye. Et si l'université ne peut pas payer, ils prêtent de l'argent à l'université. Schultz est le président. Il se déclare avec sa femme comme les principaux créanciers, affirmant que l'université leur doit 2,5 millions de dollars pour 8 reconnaissances de dette. L'université ne pouvait donc pas payer leur voiture, ni leur crédit immobilier. Alors les Schultz disent, ce n'est pas grave, on vous prête l'argent. Puis quand l'université a fait faillite, ils ont dit, bon, il va falloir me rembourser maintenant. Mais alors comment ils ont pu faire ça? Parce que les documents révèlent aussi des paiements faits à des responsables de l'université. Pendant sa dernière année, plus de 30 000 dollars ont été versés à 7 membres du conseil. Les gens en haut de la hiérarchie étaient payés, alors que l'université allait droit à la faillite. Même si on ne sait pas quelles dépenses revenaient à Richard, ni lesquelles étaient à Marianne, les documents de 2020, à eux seuls, montrent plus de 18 000 dollars de location et d'assurance pour les voitures des Schultz, tu vois. Ils avaient des voitures que l'université finançait pour eux. Plus de 4,7 millions remboursés en prêts et restitution de garantie à Eagle Bank pour Schultz, d'accord? L'université payait aussi pour leur maison. Et là, tu te dis, comment ils ont pu faire ça? En fait, c'est parce qu'en Amérique unie, les riches gagnent toujours au tribunal. Celui qui peut se payer les meilleurs avocats gagne à tous les coups. Et eux, l'argent, il n'en manque pas. L'université est en train de faire faillite. Ils ont plus beaucoup d'argent, donc ce sont eux qui vont gagner. Je dis ça parce que c'est ce qui attend beaucoup d'universités dans les 5 ou 10 prochaines années aux États-Unis. Parce qu'on a un système avec des dirigeants tout en haut qui sont tous potes entre eux et qui se servent tous dans les caisses de l'université. Et à terme, l'université fera faillite. C'est ça l'Amérique. Mais encore une fois, ce n'est pas que les universités, c'est toute la bureaucratie, c'est pareil partout. Regardez le Canada, la population a 9%. Mais regardez le gouvernement. Lui a bondi de 26. Aux États-Unis, les emplois industriels chutent nettement. À partir des années 1980, car ces emplois sont transférés en Chine. Mais en parallèle, les emplois publics augmentent en continu. Du coup, les Américains font de moins en moins de vrais boulots. Et il y a de plus en plus de bureaucrates. Donc vous voyez, la plupart des nouveaux postes, c'est dans la gestion. Ceux qui font vraiment le boulot.
Non, ça reste stable. Mais regardez les managers, regardez les administrateurs, d'accord? Elles explosent et ça augmente de façon constante. Mais comment sait-on que le gouvernement... Justement, une étude le montre. Elle s'intéresse aux règles. Vous voyez, les règles rendent la société plus efficace. Donc, comme vous voyez, le nombre de règles a diminué. Le nombre de règles majeures, les règles qui vous touchent au quotidien, ont beaucoup diminué. Mais c'est intéressant. Par contre, la paperasserie a explosé. Ça montre que les responsables, les administrateurs du gouvernement fédéral, ne font rien à part produire de la paperasse inutile. Ça n'a aucun impact sur la vie des gens. Voyons l'armée. Tout le monde pense que l'Amérique a la meilleure armée du monde parce qu'elle dépense le plus pour l'armée et possède toutes ces armes ultramodernes, non? Le vrai souci aujourd'hui, c'est la paperasserie dans l'armée. On voit surtout qu'il y a de plus en plus d'encadrement parce qu'il y a de moins en moins de soldats par supérieur. Résultat, il y a plus d'officiers et moins de soldats. C'est un vrai souci quand il faut combattre. À l'époque de la guerre de sécession, dans les années 1860, il y avait un officier pour 14 soldats. Aujourd'hui, c'est 1 pour 4. Le pire, c'est qu'il y a de plus en plus de généraux. On constate surtout une hausse chez les généraux 3 et 4 étoiles. Ce sont eux dont le nombre a le plus augmenté. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis comptaient environ 12 millions de soldats. Ils n'avaient que 7 généraux 4 étoiles. Aujourd'hui, les États-Unis comptent environ 1,2 million de soldats. Et ils ont désormais 40 généraux 4 étoiles. C'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que quand on est général 4 étoiles, vous bénéficiez de nombreux privilèges en dehors de votre salaire. C'est tiré d'un texte de Raymond Dubas, qui travaille au Pentagone, et il évoque les privilèges des généraux 4 étoiles. Un général 4 étoiles a son propre avion. Un général 3 étoiles, en revanche, ne l'a pas forcément. Peut-il en avoir un au besoin? Pas toujours. Un général 4 étoiles a donc toujours son propre avion. Mais c'est quoi cet avion personnel? On appelle ça un G5. Voilà à quoi ressemble un G5. Voilà ce qu'est un G5. C'est son avion privé. Il est toujours prêt pour lui. S'il ne veut pas partir, l'avion l'attend sur le tarmac. Regardez comme c'est luxueux. Chaque avion coûte entre 50 et 60 millions de dollars. Tous les généraux 4 étoiles ont ce type d'avion. En parallèle, qu'arrive-t-il aux soldats? Les soldats n'ont pas de quoi manger. 1,2 million d'anciens combattants vivent grâce à l'aide alimentaire. Ça fait 8% des vétérans américains. Ceux qui combattent, ceux qui sacrifient tout pour leur pays, n'ont même pas de quoi manger, pendant que les généraux voyagent dans des avions de luxe. Voilà la réalité de l'armée américaine. Mais il n'y a pas que l'armée, c'est pareil dans tous les services du gouvernement américain. Le nombre d'administrateurs a explosé. Ceux qui bossent vraiment, c'est en rouge. Ceux qui ne font rien, c'est le bleu. Donc sciences, maths, ingénierie, 621 personnes. Ennemis, 782 personnes. Chaque administration fédérale est en sureffectif. Il y a des responsables qui ne font rien, et très peu de gens font le vrai boulot. C'est pareil dans toutes les agences fédérales américaines. Voici ce que cela montre, le nombre de managers et superviseurs, Hugh Harrods aux autres employés. Ce qui est drôle avec la bureaucratie, c'est que l'évaluation compte énormément. Mais qui fait ces évaluations? Ce sont les managers. À la fin de l'année, ils organisent les évaluations. Et ce qui se passe, c'est qu'ils s'évaluent entre eux et leurs amis et ils disent « Bravo, super travail ». Ensuite, ils regardent ceux qui bossent vraiment et disent « Vous pouvez faire mieux, non ?» Donc, exceptionnel, c'est le top pour la fonction publique. C'est ça, 64% ont eu exceptionnel, non? Les managers qui ne foutent rien toute la journée. Dans tous les autres métiers, 47% ont eu exceptionnel.
Le jeu est pipé. Pareil dans les hôpitaux. Le marron, c'est le nombre de médecins. C'est assez stable. Regardez les administrateurs. En jaune, ce sont les administrateurs. Ça explose. Du coup, les coûts de santé montent. Si les soins de santé sont si chers, aux États-Unis, ce n'est pas parce que le pays offre les meilleurs soins du monde. Ce n'est pas vrai. C'est cher parce qu'il y a trop d'administrateurs qui ne font rien chaque jour. Mais à quoi servent tous ces managers? Ils passent leur temps à trouver de nouveaux moyens de compliquer la vie des autres. Voici des compagnies d'assurance santé. Et voilà à quel point elles refusent des dossiers. Tu bosses dur pendant 40 ans, tu payes ton assurance santé. Et là, tu te retrouves avec un cancer. Tu vas chez le médecin et il te sort une facture d'1 million. Là, attends, j'ai pas 1 million, mais j'ai une assurance. Alors tu vas voir ton assureur et tu dis bonjour. Ça fait 40 ans que je paie mes cotisations. Vous pouvez faire quelque chose pour moi. Et regardez, l'assureur United Healthcare refuse environ un tiers, soit 32% des dossiers. Et c'est leur façon de faire. Parce que si tu contestes, ils finissent par dire, bon, tu sais quoi, on va te rembourser, d'accord? Mais si tu dis rien, là ils sont contents. Ça va? C'est vraiment pas éthique. C'est ce que font les managers au quotidien. Ils trouvent sans cesse de nouveaux moyens de rouler leurs patients et leurs médecins. Alors pourquoi ça arrive? Pourquoi l'Amérique est comme ça? Pourquoi l'Occident est comme ça? Pourquoi tout le monde est comme ça? Voici Franz Kafka, qui écrivait avant la Première Guerre mondiale. Voici son livre le plus célèbre, Le Procès. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous en avez seulement entendu parler. Il est excellent. C'est un roman très intéressant, dont le héros s'appelle Joseph Kay. Il travaille dans une banque. Il est employé de banque. Il n'a jamais eu d'ennui. Il est très docile. Il est très gentil. Il reste dans son coin. Et un jour, la police débarque et l'arrête. Sans lui dire pourquoi, Joseph K. essaie de comprendre. Mais il ne sait pas ce qu'il a fait de mal. Il ignore pourquoi on l'arrête. Puis il passe en jugement. Et le juge ne lui dit pas ce qu'il lui reproche. Au cas où vous vous poseriez la question, pourquoi ça m'arrive à moi? Voilà ce qu'il répond. Le but est d'arrêter des innocents et de lancer des poursuites absurdes, qui, comme pour moi, ne mènent à rien. Comment empêcher les responsables de sombrer dans la corruption, quand plus rien n'a de sens? Parce que la société est devenue une bureaucratie, et les bureaucrates cherchent à justifier leur existence. Alors la police va arrêter des innocents, et ensuite les traduire en justice, tu vois. En fait, ce qu'ils ne précisent pas, la police pourrait arrêter des criminels, non? Mais la police ne préfère pas le faire, parce que les criminels pourraient riposter ou être agressifs, tu vois. Ils préfèrent arrêter un innocent parce qu'ils savent que la personne ne résistera pas. Tu vois, c'est ça la logique des bureaucrates. Comment justifier son boulot en bossant le moins possible? Ça va? Bon, ça peut paraître bizarre, mais je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Je suis à Toronto avec mes 2 fils, et je les laisse jouer dans le parc. Vous voyez? Ça fait 2 mois qu'on fait ça. Alors je leur fais confiance. Un de mes filles, il a 4 ans. Il part trop loin, et je le perds de vue. Un inconnu le trouve et lui parle. Mais mon fils ne parle pas anglais. Alors des gens l'entourent. Où sont tes parents? Il a peur parce qu'il ne comprend rien. Alors il s'évanouit. C'est comme ça qu'il réagit. Il s'évanouit pour se défendre. Ils appellent la police et les ambulanciers. Ils arrivent, s'assurent qu'il n'a rien. Là, je le retrouve. La police m'interroge et je raconte ce qui s'est passé. À ce moment-là, ils nous laissent simplement rentrer chez nous, hein. Mais ils veulent absolument nous emmener à l'hôpital.
Je me disais, si on va à l'hôpital, on risque de rester coincé là-bas pendant 12 heures. On va devoir attendre en file. Et puis les ambulanciers. Le SAMU nous a déjà dit qu'il y avait un souci avec lui. C'est pas un AVC, il a juste perdu connaissance. Mais ça va, tout est normal. Mais la police insistait. Pendant ce temps, il y a une bagarre au parc. Et je me dis, pourquoi vous venez m'embêter? Au lieu d'aller arrêter ceux qui se battent là-bas. Parce que c'est plus simple avec moi. Plutôt que d'aller arrêter ces gars-là. C'est comme ça que pensent les bureaucrates. Ils passent leur temps à trouver des excuses pour exister. Mais jamais à faire leur vrai boulot. C'est ça le message de cette affaire. Avec le temps, la société devient tellement bureaucratique que les bureaucrates ne pensent plus qu'à compliquer la vie des gens, parce que ça leur simplifie la vie. Vous voyez? Parlons des origines du totalitarisme avec Hannah Arendt. Hannah Arendt compte parmi les intellectuels du XXe siècle, les plus grandes et influentes. Elle analyse comment le nazisme a dominé l'Allemagne. Le communisme, lui, a dominé la Russie soviétique. Et comment ces deux régimes ont causé la mort de dizaines de millions de personnes. Comment ils ont déclenché la Seconde Guerre mondiale. Comment ils ont organisé l'Holocauste. Comment ils ont provoqué la famine, vous voyez? Dans son livre, elle affirme que ces deux régimes sont des sectes religieuses. Des sectes malveillantes, selon elle. Elles partagent trois traits caractéristiques. D'abord, elles sont coupées de la réalité. La réalité leur importe peu. Elles ont leur propre religion, une foi et une vision du monde, et cherchent à imposer leur foi à la réalité. La réalité, ça ne les intéresse pas. Ils vivent déconnectés du réel. C'est le premier point. Ensuite, quand on est déconnecté de la réalité, on ne pense qu'à avancer, à s'étendre. Tu ne te sens légitime que si tu prends de l'ampleur. Prenons les nazis, par exemple. Leur idéologie allait conduire l'Allemagne à sa perte, mais ils gagnaient toujours plus de partisans. Donc à leurs yeux, ils avaient raison. Ils gagnaient ces guerres en Europe. Ils avaient donc raison. Ils ne peuvent pas expliquer leurs actes par la logique. Ils justifient donc leurs actes par l'action même. Voilà le deuxième point. Les deux premiers points mènent au troisième. Les nazis et les soviétiques détestaient la réalité. Ils refusaient d'accepter la réalité. Ils étaient contre la réalité. Même si les nazis étaient en train de perdre la guerre, bien qu'il fût clair qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'Union soviétique. Ils ont persisté, car selon leur idéologie, ce qui compte, c'est d'avancer. L'important, c'est de défier la réalité. C'est ce qui a conduit à la chute de l'Allemagne. Elle explique que les régimes totalitaires partagent trois traits. Ils sont coupés de la réalité. Seule l'expansion compte pour eux. Et défier la réalité est leur preuve ultime de foi. Mais elle ne le précise pas dans son livre. Que ces trois principes s'appliquent à toutes les bureaucraties et à tous les gouvernements. Ce qui veut dire qu'au fil du temps, tous les gouvernements, toutes les bureaucraties finissent par verser dans le totalitarisme, car c'est la seule façon de justifier leur existence. Vous voyez? Bon, parlons concrètement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un livre de James Scott, un excellent ouvrage au passage, intitulé Seeing like a State. Il y explique comment fonctionnent les bureaucraties et comment fonctionnent les gouvernements. Pour lui, les gouvernements causent plus de problèmes qu'ils n'en règlent. Pourquoi? Il en donne 4. La première, c'est qu'ils ne pensent qu'à organiser selon des règles administratives, la nature et la société. En d'autres termes, la bureaucratie fonctionne comme une machine. C'est une hiérarchie, c'est statique, c'est mécanique. La société, elle, ressemble à une forêt. Elle est variée, c'est un écosystème, c'est vivant. Pour qu'un État existe, il doit faire de la forêt une machine comme lui. Il détruit la diversité, il détruit la spontanéité. Il détruit l'imagination. Voyons un exemple.
Ma question est, qui êtes-vous? Dites-nous qui vous êtes. Dis-nous ce qui tu es vraiment. Présente-toi vraiment. Dis-nous qui tu es. Prends 1 ou 2 minutes pour te présenter. Qui es-tu vraiment? Salut, je m'appelle Banker. J'ai grandi à Pékin. Je suis arrivé à Moonshot l'an dernier, en 2024. Non, non, ce n'est pas ça. C'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est « Tu es un garçon adolescent ». C'est la bonne réponse. Tu penses être quelqu'un, avec tes envies, tes ambitions et un passé. L'État s'en moque. L'État doit te cataloguer pour pouvoir t'utiliser. Tu es un garçon adolescent, donc dans 2 ans, tu pourras travailler en usine ou t'envoyer à la guerre. C'est tout ce qui compte pour moi. Je me fiche de ton nom. Je me fiche de qui tu es. Je me fiche de tes parents. Je me fiche de ton passé. Je me fiche de ce que tu aimes. Tout ce qui compte, c'est que tu es un adolescent, et donc t'exploiter pour travailler. C'est comme ça que résonnent les États. C'est ça, la bureaucratisation de la société. Ensuite, il y a l'idéologie du modernisme radical. Parce que l'État détient le monopole, il devient arrogant, présomptueux sûr de lui, et cherche à imposer son idéologie à tous. Il pense que grâce à sa propre organisation, il peut atteindre un monde parfait. Il devient autoritaire et refuse d'écouter les critiques, les remarques ou les questions. Il n'accepte aucune remise en question. Il impose sa volonté à tous, ce qui rend la société civile faible. Et si, en tant qu'organisation, vous n'écoutez pas les retours, alors vous finirez par disparaître. C'est pour ça que les États finissent toujours par échouer. Il prend 2 exemples. Le premier, c'est ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle en Allemagne. L'Allemagne est un pays très boisé. Et l'État se demande comment faire pour tirer le meilleur profit des forêts. Certains arbres peuvent servir à faire du bois, non? Le souci, c'est que dans une forêt, la plupart de l'espace est rempli de broussailles ou de plantes qui ne servent à rien. Ou d'arbres. Du coup, leur super idée, c'est ils ont trouvé une solution toute simple. On brûle toute la forêt et on replante juste les arbres qui rapportent. Non? Génial. Excellente utilisation de l'espace. C'est plus efficace, mais le problème, c'est que les arbres deviennent vulnérables aux maladies et aux aléas climatiques. Une forêt est résistante parce qu'elle est variée. Vous voyez? Donc voilà ce que dit Scott. Les monocultures sont en général plus fragiles et donc plus vulnérables aux maladies et aux aléas climatiques que les polycultures. Toute forêt peut souffrir de tempêtes, de maladies, de sécheresse, de sols fragiles ou de froid extrême. Mais une forêt riche et variée, peuplée de nombreuses espèces d'arbres, d'oiseaux, d'insectes et de mammifères, résiste bien mieux et se remet plus facilement de ces épreuves qu'une forêt uniforme. La nature est diverse parce que cela la rend plus résistante. Parfois, une partie de la forêt disparaît, mais le reste retrouve toujours sa vigueur. Que ce soit après une maladie, une sécheresse ou de fortes intempéries. Et nous, humains, fonctionnons pareil. Quand on laisse les humains libres, ils savent rebondir. Certaines communautés peuvent disparaître, tandis que d'autres s'adaptent. Le problème avec l'État, c'est qu'il rejette. Il voit la diversité comme une menace. En cas de catastrophe naturelle, beaucoup plus de gens risquent de mourir. Un autre exemple, c'est le communisme imposé en Tanzanie. Là, c'est un modèle imposé d'en haut. Leur idée, c'est que ces agriculteurs ont leur petite ferme et cultivent leur propre culture, mais ce n'est pas assez productif. Et si on regroupait tous les agriculteurs et qu'on prenait un café, et comme ça, cultiveraient tous du café, du blé ou autre chose. Et ensuite, on vendrait tout ça à l'étranger.
Évidemment, ça finirait par provoquer la famine. Car c'est le même principe que pour la forêt. S'il y a une catastrophe météo ou une maladie, alors toutes vos récoltes sont détruites. Et ensuite, les gens meurent. Ce que ces planificateurs avaient en tête, c'était une certaine esthétique, une sorte de critère visuel pour la production moderne. Et la vie collective moderne, vous voyez. Le problème des bureaucrates, c'est qu'ils manquent d'imagination. Pour eux, tout doit être mis sur un plan. Ils aiment quand tout est schématique, quand tout peut être réduit à un plan, vous voyez. Ils aiment s'en vanter, car c'est leur vision du monde. Mais dans la réalité, la nature a besoin de diversité, de quelque chose de vivant. Ils montrent comment l'État change la société. Avant, les gens se rassemblaient et organisaient leur vie selon leurs besoins. Tout partait d'eux, mais l'État veut imposer des villes fixes, où les gens vivent toujours au même endroit. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a inventé les villes. Avant, c'était normal de vivre sur de petites fermes et d'échanger et partager avec ses voisins. Le souci, c'est que l'État ne peut pas vous imposer. Du coup, l'État vous pousse à aller vivre en ville et à bosser à l'usine pour pouvoir vous taxer. Vous voyez, si on vous donne un salaire, c'est juste pour pouvoir vous taxer, pour vous exploiter. L'AFST, avant, il était courant de partager ses terres ou ses biens. Aujourd'hui, tout est sous contrôle de l'État. C'est pareil pour les ressources. Avant, on utilisait les ressources selon ses besoins. Mais maintenant, l'État veut centraliser les ressources pour mieux taxer et exploiter les gens. C'est ça, la bureaucratie d'État. Quelles sont les conséquences d'une société trop bureaucratique? Aux États-Unis, les biens de consommation, comme les voitures et les vêtements, et même les téléphones deviennent moins chers. Ce qui augmente, c'est l'hôpital, l'école, le logement. Pourquoi? Parce que ce sont des monopoles tenus par l'administration. En fait, ce qui se passe, avec une société de plus en plus protectrice, il devient presque impossible pour les classes moyennes, pour les gens ordinaires, de bien vivre aujourd'hui. Regardez ce graphique, il est très parlant. En noir, c'est la hausse du marché boursier. On se dit, waouh, c'est positif. Mais d'abord le problème. Seuls 10% des Américains possèdent la plupart des actions. Plus de 90% des actions sont détenues par une minorité. Voilà l'autre problème. Autre souci, si on regarde les prix, ils ont grimpé, mais si on les compare à l'or, si tu veux en acheter, devine quoi? Les actions ont baissé. C'est la douche froide. Avec de l'argent, leur prix monte. Mais si vous achetez des actions avec de l'or, leur valeur diminue. En clair, on vit dans l'illusion. Toute cette richesse, tout ça c'est faux. C'est bidon, on croit juste que c'est vrai. Nous vivons dans un monde illusoire, créé par les bureaucrates pour nous tromper et nous faire croire que nous sommes riches. Tu vois, avec les actions, on peut acheter de moins en moins d'or. Ça va? Le bleu c'est l'or, le noir c'est l'argent. L'argent ne vaut plus rien. Tu comprends? Autre problème lié à la bureaucratie. Les gens ne veulent plus bosser. Aux États-Unis, on appelle ça le quiet quitting. En Chine, on parle de tongping ou de beilan. Rester passif, laisser couler. Les gens ne veulent plus travailler. Pourquoi? Parce que bosser dans une bureaucratie, c'est inutile, non? Les chefs s'en fichent. L'organisation n'a pas besoin de toi. Tu te sens déconnecté. On te dit quoi faire, tu ne peux pas discuter. Impossible d'échapper à toute cette hypocrisie. On t'en demande trop. T'as l'impression d'être une machine. Du coup, tu te révoltes en faisant le minimum ou en te désengageant.
Cette attitude de surprotection dans la société fait que les gens sont devenus plus paresseux, plus passifs et plus indifférents. Ça doit aussi dire que la démocratie recule, car la voix et le pouvoir du peuple diminuent, tu vois. Les gens ont le sentiment que la démocratie est en déclin. Des experts estiment que la démocratie est la capacité des citoyens à prendre part à la vie politique. La capacité des gens à influencer la politique a beaucoup diminué ces 10 dernières années. Tu vois, on vit dans un monde qui devient de plus en plus bureaucratique et ça nous étouffe. D'accord, comme tu as dit. On vit maintenant dans un monde très corrompu. On est dans un monde ultra bureaucratique. Oui, complètement. Du coup, j'arrive pas trop à imaginer l'avenir, que ce soit pour l'humanité, ou s'il y a franchement des aspects positifs à notre époque. D'accord. Alors, c'est quoi les côtés positifs aujourd'hui? Eh bien, le bon côté, c'est que, comme tout est devenu corrompu, les gens sont forcés de penser par eux-mêmes. Vous voyez, avant, on pouvait faire confiance à son prof, on pouvait faire confiance à ses parents, on pouvait faire confiance aux autorités. Mais maintenant, on les voit comme de simples bureaucrates. Alors, on est obligé de réfléchir par soi-même. On doit aussi s'instruire soi-même. On est obligé d'explorer d'autres points de vue. Les mentalités s'ouvrent, et c'est vraiment positif aujourd'hui. Vous voyez? D'autres questions? Est-ce que ça aiderait si on virait presque tous les managers? Et qu'on en gardait juste un ou deux? Oui, ok. Très bonne question. Si c'est un problème, pourquoi ne pas simplement virer les managers? Parce que ce sont eux qui ont le pouvoir. Vous voyez? Ils préféreraient vous envoyer au front et vous sacrifier plutôt que de risquer leur poste. Reprenons l'exemple de l'université de Stratford. Leur mentalité, c'est comment garder leurs privilèges. La société ne les intéresse pas. Leur seul souci, c'est de garder leurs privilèges. En gros, c'est une société en faillite. Et quand tout s'effondre, ils comptent encore sur la société pour les payer. Ce sont des parasites, et on ne peut rien y faire. Comme on vient de le dire, y a-t-il moins de profs et d'enseignants? Ou est-ce que la plupart décident finalement de rester? Qui vont-ils contrôler s'il y a moins de monde pour bosser pour eux? Franchement, c'est une très bonne question. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas les choses comme ça. Ils ne se demandent pas si leur organisation est efficace. Ils ne pensent jamais à ce genre de choses. Est-ce que j'aurai encore du travail dans 5 ans? Tout ce qui les intéresse, c'est garder leur place tout de suite. Pour ça, ils recrutent leurs amis ou d'autres gens comme eux dans des postes à responsabilité. Du coup, ça devient un vrai clan, un réseau fermé. À ce stade, ce sont des parasites. Et les parasites, ça se nourrit de leur hôte. Quand l'hôte meurt, qu'est-ce qui se passe? Ils vont trouver un nouvel hôte. Non? Pourquoi? Parce qu'eux aussi font partie de grands réseaux. Voilà comment ils pensent. Ils se disent, bon, tant que la société tient debout, j'aurai toujours du travail. Tu vois? Admettons que cette université fasse faillite. J'en trouverai une autre à exploiter. Vous savez quoi? Ça fonctionne. Vous voyez? Parce que ceux qui sont au sommet se couvrent entre eux. C'est clair? Vous voyez ce que je veux dire? Ils se fichent de l'animateur. Ils se fichent de cette organisation. Ils se fichent si elle fait faillite, parce qu'ils trouveront toujours une autre organisation à ruiner. Ça va? Ce qui leur importe, c'est de garder leur soutien et leur réseau politique. Du coup, ils se serrent tous les coudes. Vous voyez? C'est clair? Super. Vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a un moyen de mettre fin, ou même de renverser ce système qui s'auto-renforce? Oui, je l'explique tout le temps, vous voyez? C'est eux qui ont le pouvoir.
En gros, la société doit d'abord s'effondrer avant de pouvoir se régénérer. Avant qu'elle puisse renaître, tu vois? Mais avant que tout s'écroule, ils ont encore plein de combines, tu sais? Par exemple, ils peuvent déclencher des guerres civiles, où la gauche et la droite se tapent dessus, pendant qu'eux ne bougent pas. Ou alors, ils peuvent se servir de l'IA pour te contrôler, tu vois. L'IA, c'est Dieu maintenant, sérieux. Obéissez à Dieu. Ou alors, ils peuvent inventer une invasion extraterrestre. Ou ils peuvent t'envoyer faire la guerre. Ils peuvent lancer toutes ces guerres absurdes. Mais du moment qu'ils gardent leurs privilèges et leur pouvoir, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est comme ça qu'ils sont arrivés là où ils sont. C'est la mentalité de l'élite. Vous avez d'autres questions? Alors, Monsieur Zhang, j'ai une question. Je suis en terminale. Si vous étiez à ma place, si vous étiez en terminale en ce moment, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous envisagez encore de poursuivre des études supérieures, des études universitaires plus avancées? Ou est-ce que vous laisseriez tomber? Ok, bonne question. Donc vous allez entrer à la fac. Et comme je vous l'ai déjà dit, la fac, c'est de l'arnaque. Vous voyez? En fait, vous payez juste les gros salaires et les privilèges des administrateurs de la fac. Ce n'est même pas pour les profs, vous voyez? C'est pour que les administrateurs profitent de leur petite vie tranquille. Franchement, j'éviterais d'aller à la fac. Je me concentrerai surtout sur apprendre par moi-même, en lisant un max de livres, en posant des questions et en cherchant par moi-même, en développant de vraies compétences. Vous voyez? Dans un endroit comme ici, où tout est pipé, aller à l'université, c'est être perdant. D'accord? Avant, il y a 20 ou 30 ans, ça valait le coup d'aller à l'université, peut-être devenir cadre. Mais aujourd'hui, ces places sont réservées à l'élite et à leurs enfants. Il n'y a plus de place pour toi. Alors, la seule chose que tu puisses faire dans ce contexte, c'est d'apprendre par toi-même et d'acquérir de vraies compétences. Lire, rencontrer des gens, explorer le monde. Développe de vraies connaissances. C'est la meilleure chose à faire. D'autres questions? La filière, ça change quelque chose. Non, aucune importance. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, d'accord? Peu importe l'université que tu fréquentes, qu'elle soit privée, publique, Ivy League ou autre, c'est de l'arnaque. Peu importe ce que tu étudies, économie, psycho, lettres, même l'informatique, tout est bidon. Le système est là pour que les dirigeants et les administrateurs continuent d'en profiter. On reprendra ça la semaine prochaine. Merci pour vos questions.